Et là, je vais vous proposer un jeu, appelons-le comme ça. Un jeu, je vais vous demander de fermer les yeux, de sourire toujours, bien sûr. Et hop, on les rouvre, ça y est, nous sommes en 2050. Et pour nous projeter en 2050, je vais demander à Madame Madeleine Neuve-Église et Monsieur Frédéric Milsan de me rejoindre. Nous avons parlé tout à l'heure de la plateforme Synergy Lab. Nous allons maintenant l'illustrer avec un projet assez dense. Oui, on va s'asseoir tous les trois. C'est un voyage, c'est une nouvelle aventure, c'est un projet qui va nous montrer des pistes de réflexion, des pistes d'action. Donc nous sommes donc en 2050. Madeleine Neuve-Église, vous êtes chef de projet architecte, aménagement et construction durable à la Rennes. Et Frédéric Milsan, vous êtes directeur territorial GRDF des Yvelines. Et je vais vous céder mon micro et moi je vais aller prendre le micro du pupitre. Très bien, bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, je vais récupérer la zapette, peut-être pour commencer. Merci. Alors, est-ce que la zapette a décidé de jouer toute seule? Non, elle ne joue pas toute seule. Ça marche. Donc, alors aujourd'hui, oui, nous allons vous présenter à deux cette vision, mais ce que je voulais évidemment préciser, c'est que c'est une vision qui a été construite par Synergy Lab, par des membres de Synergy Lab, une douzaine de membres donc, qui ont souhaité apporter qui avaient évidemment des choses à dire sur le sujet, qui avaient construit et qui ont apporté leur contribution. Donc c'est vraiment une vision collective. Le deuxième point, il s'agit d'un point d'étape. Cette vision, elle n'est pas définitive. Bien entendu, elle peut aussi continuer de s'enrichir. Donc c'est un point d'étape sur cette vision prospective. Un troisième point également en préambule, c'est que bien sûr, il y a des incertitudes. Il faut essayer de se projeter sur 2050. Ni vous ni moi n'avons de boule de cristal. Simplement, pour se remémorer, pour voir un petit peu l'effort qu'il faut faire. Imaginez, vous êtes 50 ans en arrière, on est en 1965, et il faut imaginer le monde d'aujourd'hui. Vous voyez un petit peu le delta, voilà. Donc là est tout l'enjeu, se projeter donc à l'horizon 2050. Alors pourquoi 2050? Pour deux raisons essentielles. D'une part parce que dans le cadre des débats et des échanges liés à la loi sur la transition énergétique, un certain nombre d'entreprises, de collectivités ont réfléchi justement pour construire cette vision. Donc du coup, ça nous a donné beaucoup de matière que nous avons pris en compte. Et puis également, la deuxième raison, c'est parce que les décisions que vous allez prendre dans les jours, dans les mois, dans les quelques premières années qui viennent vont avoir un impact sur 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va dire jusqu'à l'horizon à peu près 2030. Et pour prendre des bonnes décisions, ce qui est nécessaire, c'est que vous connaissiez aussi le coup d'après. Et le coup d'après, c'est 2050. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vision globale, mais nous avons vraiment souhaité intégrer les spécificités qui sont liées au territoire de la Seine-Aval. Donc ce qu'on va vous montrer, bien sûr, il y a des choses qui peuvent se retrouver sur d'autres territoires, d'autres zones, d'autres régions de France, mais en tout cas, nous avons vraiment adapté cette vision aux spécificités de notre territoire. Et puis enfin, nous allons vous présenter une vision que nous voulons positive et pragmatique. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner des perspectives qui soient aussi crédibles. C'est un point également important. Alors, nous avons décliné cette vision en plusieurs thématiques. Donc nous allons voir successivement l'aménagement et le développement du territoire, l'économie locale et circulaire, évidemment toute la partie mobilité, point très important pour Synergy Lab, on aura largement l'occasion d'y revenir, mais aussi les impacts sur le mode de vie. On fera un focus sur la partie énergie propre, sur la consommation finale d'énergie, mais aussi sur tout le potentiel en matière d'énergie renouvelable et de récupération. Nous parlerons évidemment de la sobriété et de l'efficacité énergétique, sinon nous n'arriverons pas à atteindre certains objectifs qui peuvent nous être fixés. Et puis bien sûr, nous terminerons par les perspectives. Et donc pour commencer, je laisse la parole à Madeleine. Alors, on est en 2050. Avec le micro, je vous propose de... Ce sera plus simple. Alors on est en 2050, donc sous l'impulsion de la métropolisation et de la démographie induite, le territoire de Seine-Aval devient une véritable porte d'entrée de la métropole en relation avec la région de Normandie. Il a cependant su préserver un développement équilibré lié à une stratégie dynamique, concertée, respectueuse de l'environnement et innovante à l'ère du numérique et des questions énergétiques et climatiques. Seine-Aval s'est appuyé sur ses spécificités, le fleuve, mais aussi l'agriculture, l'industrie et ses entreprises, mais aussi sa morphologie et ses nombreux pôles urbains et ruraux, ainsi que sur ses habitants. Le fleuve, cependant, est une artère principale et un lieu de vie. Donc on peut y aller sur la deuxième.
Alors, le développement de péniches propres et de bateaux propres à basse consommation a favorisé cette mutation. Le développement portuaire concerté et intégré, avec les qualités environnementales, urbaines, architecturales et d'exploitation, a favorisé une relance industrielle et une intensification des transports fluviaux. Surtout, c'est une logistique modèle qui s'est développée à basse consommation et émissions, organisée sur le territoire, en relation avec le transport fluvial pour limiter la consommation des sols et les émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport routier et par rapport à la consommation des sols avec les monstrueuses aires de stationnement, par exemple. Des solutions intermodales et organisationnelles, par exemple concernant la gestion intelligente, concernant les lieux de stockage, la diffusion, les livraisons, leur mutualisation, ont été développées. Cela irrigue un pôle de connaissances reconnu et qui est un lieu d'échange national et international. C'est aussi en même temps une artère de vie et une source de bien-être pour ses fonctions écologiques, récréatives, de proximité. L'aménagement a su protéger et restaurer les espaces ouverts et naturels de la vallée de la Seine dans la continuité des premiers aménagements. Il a su intégrer les risques dont les crues et la montée des eaux dans les aménagements aussi. La réappropriation du fleuve est liée à un aménagement des bords de Seine qui valorise la place de la nature mais aussi de l'agriculture renouvelée et durable. C'est aussi un nouvel écosystème industriel et urbain qui se dessine et qui est mis en place progressivement. Le mouvement des écoquartiers, que l'on voit un certain nombre d'écoquartiers en images qui provient de l'établissement public d'aménagement, les PAMSA, a conduit à de nouveaux concepts ville-nature plus interactifs et symbiotiques. Ensuite, les espaces ouverts assurent la porosité de l'espace. Diversifiés, ils assurent la cohérence des espaces naturels et agricoles. Ils soulignent les paysages. Ils permettent des usages et des activités diversifiées. Et nous voyons là la carte d'occupation des sols de l'Audace en 2012, que nous a confié l'Audace en 2012. Et donc, c'est pour dire aussi que par rapport à ces qualités de compacité, en 2050, la Seine-Aval a réussi à garder une certaine compacité, et tout ça en ayant beaucoup évolué sur la question des espaces ouverts qui ont été reconnus comme valeurs et lieux, comme favorisant les proximités pour l'alimentation et des activités diversifiées, favorisant les déplacements doux, favorisant la circulation de l'air frais vers les villes, favorisant la végétalisation, la gestion de l'eau, la préservation des sols productifs et vivants. Ceci a conduit à préserver la compacité actuelle des pôles urbains et ruraux. Cela a conduit aussi à une importante requalification des espaces urbains dans le sens des économies d'énergie, de l'adaptation au changement climatique. C'est aussi une requalification et une nouvelle gestion des espaces ouverts, notamment ceux fragilisés en franges urbaines ou en lisières. Je te laisse la parole. Alors, donc justement, si on revient juste un petit peu en arrière, donc l'idée c'est que dans la vision 2050, on a su préserver tous ces espaces verts, tous ces espaces agricoles. On a densifié la zone urbaine, et donc du coup, ça nous permet d'avoir une économie locale et circulaire dans un territoire complètement cohérent. Donc c'est finalement tenir compte et tirer parti du richesse de ce territoire. Donc pour développer des circuits courts pour évidemment avoir une alimentation, enfin des aliments plus sains, et surtout éviter qu'ils fassent des centaines, voire parfois des milliers de kilomètres avant qu'ils arrivent dans nos assiettes. Deuxième chose, c'est que Seine-Aval, donc pour nous, Seine-Aval doit être un acteur de l'économie circulaire, donc avec déjà des choses qui existent, mais ça doit être de façon beaucoup plus marquée. Donc on a cité un exemple qui est le recyclage plus marqué des déchets, que ce soit par rapport à l'éco-construction, mais aussi sur la valorisation et la production d'énergie. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis c'est aussi intégrer toute la partie économie numérique, et là on voit qu'à l'ère du développement du digital, il y aura beaucoup à faire et à dire également. Sur la partie éco-conception, on pense que le territoire doit intégrer un fait majeur, c'est qu'il faut maintenant qu'on raisonne non plus en termes d'utilisation, de consommation finale de produits, mais bien en tant qu'analyse de cycle de vie, pour que pour chaque produit qu'on utilise, on tient compte à la fois de l'énergie nécessaire pour le produire, mais aussi sur son impact en termes de pollution.
Et puis enfin, un point qui peut être aussi complètement spécifique à notre territoire, c'est de modifier le mode de consommation. Aujourd'hui, comme vous le savez, on croule sous les déchets. Donc l'idée, c'est qu'on ait un mode de consommation qui favorise une diminution du volume de déchets, avec par exemple beaucoup plus d'aliments en vrac. C'est d'ailleurs des choses qui apparaissent dans d'autres pays européens qui commencent à se développer et qui aujourd'hui sont très mineurs en France, par exemple. C'est aussi d'aller de plus en plus vers des emballages biodégradables et puis, comme on l'a dit, c'est d'aller également vers beaucoup plus de circuits courts. Voilà, donc vous avez par exemple l'illustration avec au milieu de l'image une carotte qui, même si on ne le voit pas, est marquée, qui vient sur le stand de Nouvelle-Zélande, mais qui, pourquoi pas, pourrait venir évidemment de Seine-Aval et de toutes ces zones agricoles. Alors maintenant, la mobilité, Madeleine, pour un enjeu ô combien important sur notre territoire. Alors là, c'est une vraie révolution qui a démarré d'ailleurs grâce à vos recherches et à vos travaux. C'est une offre intermodale organisée, connectée, souple, basée sur une offre très diversifiée, innovante, aussi bien sur l'organisation que sur les matériels. Et aussi bien sur les capacités particulières sur les derniers kilomètres, aussi bien consolidée avec l'arrivée d'Éole en 2025, dont la capacité est ensuite doublée. Cela fonctionne car l'autorité compétente pour les transports et l'agglomération, ou la communauté urbaine, ce qui permet d'adapter l'offre et de proposer des services spécifiques, mais aussi d'expérimenter et d'être extrêmement en rapport avec ce qui se passe sur le terrain. Hop, je frappe. Alors, c'est aussi en fait une référence à un système d'aménagement qui s'appelle le Transit Oriented Development, qui a été mis en place depuis de nombreuses années dans d'autres pays et qui en fait commence à faire jour chez nous à travers un vrai réaménagement des voiries en faveur des transports doux, en faveur des transports collectifs, en faveur de ces connexions. Et en fait, ici, on a un exemple qui montre que, au-delà, vous avez à droite des projets de voirie aujourd'hui sur votre territoire qui ont mis les piétons et les vélos en priorité, enfin pas en priorité, mais bien placés sur les voiries. Et vous avez à gauche un maillon supplémentaire, une étape suivante qui en fait va beaucoup plus loin et à partir non seulement des transports en commun et de leurs artères principales, va développer des centres et des pôles de proximité qui va permettre aussi bien des échanges, aussi bien au niveau du télétravail, qui va proposer des services, qui va proposer éventuellement un approvisionnement, des livraisons par rapport au territoire agricole, qui va irriguer et permettre vraiment de favoriser les modes actifs et le transport collectif dans un vrai réseau organisé, extrêmement appuyé par toute la gestion intelligente, toutes les connexions et toutes les nouvelles technologies. On a aussi, bien sûr, le vélo dedans, que je n'ai pas cité, mais bien sûr. Enfin, le projet qu'on voit là, Avenida Brasil, c'est ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment dans plusieurs autres pays. C'est un peu, je dirais, la tendance vers laquelle on tend. En tout cas, c'est très intéressant. C'est très intéressant de se pencher dessus. Et de toute façon, on voit bien qu'on ne pourra pas, par des transports lourds, uniquement irriguer des territoires aussi grands. Donc, il faut trouver des solutions, des connexions de plus en plus légères, des solutions pour irriguer le territoire, puisque sinon, on n'arrivera pas à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en même temps, c'est pas que placer un transport en commun sur une voirie, c'est beaucoup plus que ça. Ça touche à la vie, ça touche à la façon de travailler, ça touche au mode de vie dont on parlera ensuite. Et donc, il ne s'agit pas de calquer, mais on sent de toute façon qu'il y a une tendance et on sent que c'est une vraie réflexion à avoir et à développer. S'inspirer de la tendance pour aller vers de la prospective. Mais il faut que ça reste d'ici et que ça reste fait avec les gens d'ici. C'est pas pour calquer complètement non plus. À toi. Non, c'est encore à moi. Alors là, c'était pour insister sur plus les aspects matériels, donc les véhicules
qui sont nouveaux en 2015, les véhicules électriques, les véhicules au gaz naturel, sont à maturité et le système fonctionne très bien et a été développé à fond. La première pierre ayant été l'expérimentation SEV, qui a été terminée aussi. Et en fait, on va carrément aussi se tourner vers d'autres prototypes, de nouvelles technologies encore, de nouveaux types d'approvisionnement énergétique et aussi vers les véhicules autonomes. En fait, on suppose que c'est la fin de la voiture propriétaire, y compris avec tout le développement des services d'autopartage et de covoiturage. Enfin, on s'interrogeait sur la fin des carburants traditionnels et surtout, on s'amusait de penser que des défilés de vieilles voitures seraient constitués des voitures d'aujourd'hui et qu'on viendrait les voir ou les revoir dans des lieux d'exposition. Et donc des voitures au diesel, qui roulent Notamment. actuellement au diesel. Le prototype que l'on voit en haut à droite, c'est un prototype qui est déjà en cours, qui est déjà dans des chaînes? Non, non, c'est pas un prototype. Il pourra peut-être un jour devenir dans les chaînes, mais pour l'instant, c'est plutôt c'est même pas un concept car. C'est un exercice, là. Voilà, c'est un exercice. Et juste pour préciser, en bas, c'est un stationnement vélo, c'est pas un stationnement voiture, donc c'est un énorme pôle vélo où comment dire, comme on parlait tout à l'heure, qui pourrait se trouver sur ces pôles de proximité, qui est en fait un stationnement vélo avec des services et dont on voit l'échelle qui est littéralement celle d'un parking voiture aujourd'hui. Très bien. Alors, passons au mode de vie. Les modes de vie, bien sûr, ils vont pouvoir bénéficier de toutes ces évolutions, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur l'aménagement du territoire, et puis aussi sur toute la partie construction. Là, on a ciblé deux impacts forts sur les modes de vie qu'on pourra avoir en 2050. D'abord, les modes de vie vont bénéficier du développement exponentiel du numérique, avec par exemple la possibilité d'avoir un télétravail beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Un télétravail qui doit être pensé aussi en intégrant évidemment la dimension sociale pour qu'il y ait toujours un lien entre le travailleur et sa société. Deuxième chose, c'est la croissance du digital. Bon, on le sait, j'allais dire qu'on en est au début de cette croissance, mais elle va très très vite et elle a un impact très fort. Alors quand on parle du digital, on pense évidemment aux technologies de l'information et de la communication. Je vais juste donner quelques chiffres pour illustrer la situation d'aujourd'hui. Je vous ai dit, il faut voir ce qu'il y avait 50 ans en arrière, 0 sur le sujet, et voir ce que ça peut être dans 50 ans. Aujourd'hui, sur Terre, il y a 1,6 milliard de mails échangés par jour. 1,6 milliard. Tous ces mails, toutes ces pièces jointes ont évidemment un impact. Aujourd'hui, il y a des documents, donc une estimation qui a été faite notamment par l'ADEME pour indiquer quel est l'impact finalement que ça a, ce travail au quotidien, cette utilisation de la messagerie. C'est l'équivalent, en gros on reçoit en moyenne 53 messages par jour, on en envoie 33 pardon, dans cette moyenne. Vous pourrez vous positionner, vous êtes un peu plus, un peu moins, mais c'est pas tellement le nombre de messages qui compte, ça va surtout être la taille des pièces jointes. Parce qu'en fait, derrière la taille des pièces jointes, il y a toute une circulation d'informations qui se fait notamment via les data centers et qui sont très gourmands en matière d'énergie. Donc il y a notre travail au quotidien, l'utilisation de notre messagerie au quotidien, ça correspond à un trajet, en termes d'émissions, je parle, en termes d'utilisation d'énergie, de 1000 km d'un véhicule particulier par jour. 1000 km. Voilà. Vous voyez un peu l'impact que ça a en termes d'utilisation du quotidien. Alors ça ne veut pas dire qu'on va retourner en arrière, on va pas utiliser les silex, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il faut aussi l'intégrer et il faut aussi que du coup on puisse, j'allais dire comme on sait maintenant, même si ça reste encore, il y a encore des choses à faire, mais on sait maintenant que pour le chauffage et la climatisation, on commence à connaître les éco-gestes, etc. Il faudra, je pense, qu'on ait la même chose aussi vis-à-vis de l'utilisation du digital. Et il y a des documents qui existent sur ce sujet. Donc c'est ce que j'appelle être conscient de sa propre empreinte numérique. Et puis également, donc, le développement exponentiel du numérique, développement des TIC, permet aussi, évidemment, on est en 2050, une véritable évolution, voire même une révolution en matière de formation, avec beaucoup de formations qui peuvent être faites à distance, beaucoup plus que dans le monde d'aujourd'hui. Le deuxième impact sur lequel nous avons voulu insister en termes de mode de vie,
c'est le fait qu'on aura des réseaux énergétiques beaucoup plus intelligents, avec, j'ai cité un exemple, le développement de compteurs intelligents, que ce soit par exemple sur le gaz ou l'électricité. Là, vous avez les photos des compteurs qui vont arriver dans les années qui viennent. Parce que ça doit être moteur d'une prise de conscience par l'ensemble des citoyens de leur propre consommation d'énergie. Et donc, en fait, l'idée, c'est que les consommateurs, les citoyens que nous sommes, devenons des consommateurs sur l'ensemble des sujets. Je parlais bien sûr du chauffage et de la climatisation, mais aussi sur tous les autres aspects sur lesquels nous consommons de l'énergie. Alors, justement, si on parle d'énergie et si on regarde la consommation finale d'énergie, dans la vision perspective de 2050, nous nous sommes appuyés sur un triptyque qui est le suivant: sobriété, faisant en sorte de moins consommer; efficacité énergétique, utilisons des produits qui soient plus rationnels en termes d'utilisation et plus efficaces; et puis développement des énergies renouvelables et de récupération. Alors le premier point qui est sur la sobriété, c'est d'avoir une forte réduction de la demande en énergie, puisque là, ce que l'on vise, c'est moins 50% en 2050. Nous avons repris l'objectif qui était indiqué d'ailleurs dans la loi sur la transition énergétique, ce qui ne veut pas dire que cette évolution va être linéaire. Il est probable qu'il y ait dans un premier temps probablement encore une augmentation, puisqu'on le voit à travers notamment tous les besoins que nous pouvons avoir, notamment liés au développement du digital, liés aussi à toutes les infrastructures qui seront nécessaires par rapport à la métropole Grand Paris, mais aussi toutes les évolutions que nous souhaitons avoir au niveau du territoire. Mais en tout cas, c'est d'aller vers une évolution qui intègre cette réduction de 50% en 2050. Et là, nous vous avons montré deux camemberts. Donc, le premier camembert, c'est la consommation finale d'énergie en 2009 avec la répartition. Donc, vous voyez qu'il y a par exemple le résidentiel et tertiaire qui représente 43%, les transports 31%, l'industrie 23% et l'agriculture à 3%. Vous voyez le 50% d'économie d'énergie, et après donc ce qui resterait avec une économie plus marquée sur la partie résidentielle et tertiaire, grâce justement à la fois aux nouveaux bâtiments qui sortent, qui sont peu énergivores, qui sont très économes, et aussi avec toute la partie rénovation, on va en parler dans quelques instants. Aussi l'impact sur les transports, puisqu'on voit bien qu'il faut évidemment avoir des transports qui soient aussi moins énergivores, et ça doit être possible aussi en utilisant par exemple de nouvelles énergies. L'industrie qu'on n'a pas divisée par deux, comme vous le voyez, mais pourquoi? Parce qu'on souhaite qu'il y ait toujours un impact industriel, qu'il y ait toujours une industrie qui existe sur ce territoire, même si effectivement elle intégrera des progrès technologiques au niveau des process, et puis garder aussi la consommation finale d'énergie en matière d'agriculture. Alors maintenant, un point très important pour notre territoire également, c'est les énergies renouvelables et de récupération. Donc ce qu'on imagine, c'est que nous avons un développement majeur de ces énergies dans les années 2020-2030. Plus vite on le fera, mieux ce sera évidemment pour notre territoire. Ça passe par exemple, en évidemment tenir compte de la spécificité du territoire, c'est d'avoir le fleuve, c'est une chance, donc d'avoir une utilisation rationnelle du fleuve, notamment par rapport aux besoins en chaud et en froid. C'est aussi le développement d'énergie solaire thermique et photovoltaïque, même si on n'est pas sur un climat méditerranéen, mais il y a quand même du potentiel et il ne faut évidemment pas le négliger, il faut continuer de l'utiliser. C'est aussi la généralisation des systèmes de récupération d'énergie, que ce soit sur les eaux usées, mais aussi sur la mobilité. C'est un point alors, qui a été souligné également tout à l'heure par la drilleuse, c'est tout le potentiel d'énergie renouvelable au niveau de la méthanisation des déchets, que ce soit les déchets ménagers qui comportent des matières organiques, mais aussi sur la méthanisation des bouts de stations d'épuration. Là, il y a un souhait d'avoir 1500 méthaniseurs d'ici 3 ans en France, et on voit que sur le territoire Seine-Aval, il y a un potentiel pour faire plusieurs méthaniseurs qui soient de différentes catégories. Et puis le dernier point, c'est le réseau de chaleur avec de la biomasse, mais biomasse issue de l'économie locale, c'est-à-dire avec du bois qui ne parcourt pas des centaines de kilomètres, mais qui soit bien sécurisé, ce qui nécessite une gestion évidemment durable des forêts qui est à amplifier et sur lequel il y a encore à faire. Vous avez là quelques illustrations potentielles avec donc à droite une image d'un méthaniseur et puis en bas l'exemple d'un schéma de réseau de chaleur qui existe déjà puisque, comme vous le savez, on a un réseau de chaleur au niveau de la ville des Mureaux et de Mantes-la-Jolie. On va essayer d'accélérer un tout petit peu plus sur les slides, sachant que les présentations, vous les retrouverez évidemment sur le site d'ici pas très longtemps. Très bien. Alors l'impact majeur évidemment du coup en termes d'énergie renouvelable et de récupération, c'est d'avoir
beaucoup plus des réseaux avec une production d'énergie décentralisée qui vont véhiculer de l'image verte. Donc là, l'exemple, c'est que dans les objectifs, c'est 73% de gaz vert en 2050. Donc vous voyez l'impact que ça a sur évidemment l'énergie renouvelable. Et on pourrait avoir des chiffres qui sont équivalents suivant les scénarios pour la partie électricité. Et donc on se retrouverait avec un mix potentiel d'énergie renouvelable de récupération en 2050 pour couvrir une grande partie des territoires. Pas tous les besoins, mais en tout cas pour couvrir une grande partie. Pour aller vite, je vais simplement dire que la rénovation énergétique des logements est la cible prioritaire en Seine-Aval, mais que cependant le développement du tertiaire arriverait avec l'arrivée des halls notamment, et que ça permettrait entre autres de réutiliser des bâtiments vacants et de favoriser une mixité attractive. Sous l'impulsion réglementaire et les événements de canicule répétitifs, la rénovation qui est à 25% en 2020 connaît une grosse accélération en 2030. Je vous ai mis pour exemple à droite un bâtiment qui est sans chauffage ni climatisation pour dire que nous avons encore... Donc c'est quel visuel? Tout en haut. Celui du haut. C'est en Autriche, c'est un bâtiment démonstrateur. Et c'est très intéressant à aller voir, c'est dans le Vorarlberg. Pour aller vite. Ah, je suis désolé, je suis le maître du temps. Je voulais insister sur la question des bâtiments sains et biosourcés, et notamment puisque on le sait avec la construction bâtiments à énergie positive et passif, etc. On a un certain problème de qualité de la construction qui se sont posés, et notamment par rapport à la qualité de l'air intérieur. Donc c'est un élément extrêmement important. D'autant plus intéressant ici puisque vous avez démarré avec la Fabrique 21 et avec un projet d'écopôle et puis le projet des ports aussi basé sur les déchets de construction du bâtiment, etc. Donc il y a vraiment aussi là une spécificité à vraiment qui va être en 2050 extrêmement importante. Et vous voyez sur le côté aussi des projets ici. En fait, les perspectives ensuite. Donc, les perspectives, c'est de co-construire et de consolider une vision partagée avec les acteurs et les citoyens. C'est aussi de dire que les assises de la transition énergétique d'aujourd'hui sont une opportunité, que les ateliers sont là pour lancer cette dynamique, que d'ores et déjà, il est possible de placer la transition énergétique et écologique au cœur des préoccupations dans les projets et les décisions. Et le dernier point, très important à nos yeux, c'est que Synergy Lab peut vous accompagner dans cette démarche avec l'ensemble de ses partenaires très complémentaires, comme vous avez pu le sentir dans nos présentations. Merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu également sur les derniers slides. Et merci beaucoup pour cette présentation. Donc on était en 2050. C'est vrai que tout ça, ça fait rêver, c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a des questions juste avant d'aller faire une première pause dans cette journée? Il y a une question en haut, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous lever, vous présenter et sourire pour la caméra? Bonjour, Daniel Kaufmann. Oui. Allô? Oui. Bonjour, Daniel Kaufmann de Vertigo. Et on a vu que l'État met en place une politique incitative et vous avez fait cet exercice très intéressant de poser la vision en 2050. Donc la question qui se pose, c'est celle du maillon manquant de la feuille de route et les outils pour évaluer à partir des jalons posés comment est-ce qu'on arrive à 2050 à cette vision. Donc c'est une question ouverte. C'est les outils qui vous ont servi notamment à faire... Vous êtes servi de quoi? Alors, nous sommes servis de plusieurs... on peut d'ailleurs, si on peut revenir sur la... On l'a évoqué à un moment donné, mais je ne l'ai pas cité. C'était une des premières présentations. On avait beaucoup de matières premières. C'était une chance. Donc, d'une part, on s'est inspiré évidemment de la vision prospective des différents membres, de toute la partie cartographie du territoire que nous pouvions avoir, et puis aussi de toute la dynamique 2015 en matière sur les débats et la loi sur la transition énergétique. Dans le cadre de ces débats, il y avait en particulier plusieurs scénarios qui ont été définis. Alors là, on avait beaucoup évidemment de matière, comme vous pouvez l'imaginer. Et avec des scénarios, il y a eu, pour simplifier et faire court, en gros, il y a eu 4 grands scénarios. Un scénario, on va dire 2 scénarios extrêmes et 2 scénarios intermédiaires. Donc, dans les 2 extrêmes, il y avait d'un côté un qui indiquait on sortait complètement du nucléaire et il fallait aller très vite. Je fais court, mais je résume. Dans l'autre scénario extrême, c'était on a un doublement du parc nucléaire.
Voilà. Et il faut faire des choses, bien entendu, mais voilà. Donc vous voyez déjà les deux scénarios extrêmes. Et il y avait deux scénarios qui étaient plutôt intermédiaires, qui étaient visaient une diversification au niveau de l'énergie. Et puis celui sur lequel on s'est calé, c'est celui qui vise justement le triptyque, c'est-à-dire sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables et de récupération. C'est celui qui paraît être aujourd'hui le plus plausible, compte tenu des visions énergétiques actuelles, même si, en l'occurrence, évidemment, nous ne nous substituons pas, évidemment, aux décisions gouvernementales actuelles et à venir. Et quel accueil recevez-vous quand vous présentez, ou quel accueil avez-vous reçu quand vous avez présenté ce scénario? Parce que c'est un projet qui peut en déstabiliser certains, quand même. Alors, d'abord, il faut préciser que ce travail sur la vision prospective, c'est en fait un des projets de Synergy Lab, donc qui a été construite et qui a été élaboré, et que, cerise sur le gâteau, vous en avez la primeur aujourd'hui, puisque c'est la première fois que nous le présentons en public. Merci. Donc quel accueil? Il y a une question au centre, monsieur. Le micro va vous arriver. Je vais vous demander de vous lever également, s'il vous plaît, de vous présenter. Oui, bonjour, Paul Hébrard, je suis maire adjoint à Wallis-sur-Montcian et je fais partie du bureau du parc naturel régional du Vexin français. Une petite question, dans les énergies renouvelables, vous n'avez absolument pas évoqué les éoliens. Alors, je voudrais savoir, il y a deux raisons. Une, je pense, c'est celle-là, c'est que sur ce territoire, ça ne doit pas être très évident à mettre. Ou est-ce que vous avez peur que si vous en mettez, vous allez avoir des réclamations parce que dès qu'on fait quelque chose, vous avez des gens qui sont contre. Et l'éolien, ça entraîne beaucoup de discussions très animées. Alors, merci, monsieur. Merci pour votre question, puisque vous remédiez à un oubli de ma part, puisque justement, quand j'ai parlé des énergies renouvelables et de récupération, nous avons tenu compte des spécificités du territoire. Et c'est vrai que je n'ai pas cité, par exemple, la géothermie, parce qu'aujourd'hui, il y a un potentiel géothermique qui est relativement faible par rapport à d'autres zones en Île-de-France. Et puis sur l'éolien, le potentiel n'est pas si fort que ça, et aujourd'hui c'est pas forcément la volonté générale au niveau des acteurs du territoire de développer. Et encore une fois, c'est pas forcément là où il y a le plus de potentiel. Sur notre territoire, le potentiel en matière d'énergie renouvelable, c'est d'aller vers, alors sans faire de hiérarchisation, mais c'est d'aller vers la méthanisation des déchets, c'est d'aller vers la récupération d'énergie au niveau des eaux usées, c'est d'aller vers le développement du solaire thermique et photovoltaïque. J'espère que j'ai rien oublié dans les... C'est d'aller vers ça. Et puis surtout, oui, le point important, toujours une spécificité par rapport au territoire, c'est d'aller aussi vers une utilisation plus importante du fleuve sur cette partie-là. Toute dernière question. Une question, monsieur, ici, mademoiselle, à droite. Et après, on fera une pause. Oui, bonjour. Éric Rouleau, maire de Limay. Moi, j'ai juste une question sur les moyens. On sait qu'aujourd'hui, technologiquement, le développement des énergies renouvelables coûte plus cher que l'électricité traditionnellement produite dans le pays. Donc il y a un système qui a été mis en place qui oblige les entreprises de distribution d'électricité de racheter de manière obligatoire l'énergie produite à partir du renouvelable. Pour que ça soit neutre financièrement, il y a un système de taxation sur la facture d'électricité qui s'appelle la CSPE, la contribution de service public électricité, qui grossit d'année en année, qui est uniquement assise sur les consommateurs d'électricité et qui, de mon point de vue, pose problème. Il y a un système, y compris de plafonnement au niveau industriel. Donc la question que je pose, c'est est-ce que ce système qui est aujourd'hui en place dans notre pays pour financer les surcoûts générés par la production des énergies renouvelables est viable à terme? Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette taxe est de 6 milliards d'euros, avec des perspectives d'évolution colossales. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que ce soit uniquement les consommateurs d'électricité qui participent au financement de l'émergence des énergies renouvelables? Deuxième question, et après je ne reprendrai plus la parole, c'est, j'ai bien entendu les objectifs et les finalités qui ont été inscrites dans la loi. C'est-à-dire, un des objectifs, c'est la réduction de la part du nucléaire de 75 à 50%. Paul Martinez l'a évoqué dans son introduction. Est-ce que cet objectif-là n'est pas contradictoire avec l'objectif qui consiste à réduire l'émission des gaz à effet de serre pour lutter
contre le dérèglement climatique et le réchauffement de la planète. On voit ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne a fait le choix politique de sortir du nucléaire. Ça n'a pas généré... le potentiel économique des énergies renouvelables n'était pas au rendez-vous. Et ce qui se passe, c'est en Allemagne, eh bien, il y a une résurgence de la production d'électricité à partir du charbon, avec un bilan carbone qui se dégrade d'année en année. Donc est-ce que sur cette question-là, il n'y a pas un risque que l'objectif de réduction de la part du nucléaire de 50% soit contradictoire avec l'autre objectif de réduction des gaz à effet de serre? Merci. Merci monsieur. Peut-être pas une réponse, peut-être un avis ou une perception prospective. Alors, déjà, vous imaginez que vos deux questions dépassent largement le Synergy Lab. Et voilà. Alors, vous avez souligné le cas de l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne, donc, qui à sa sortie du nucléaire, du coup, s'est tournée vers à utiliser des centrales à charbon. Donc, évidemment, c'est assez polluant. Donc, la vision là que nous proposons, c'est d'aller vraiment vers un mix en matière d'énergie renouvelable et de récupération. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment se projeter à un horizon 2050, donc c'est lointain, ça laisse du temps pour déjà aussi avoir des nouvelles technologies, voilà, que ce soit sur des gaz verts, que ce soit aussi sur toute la partie électricité avec tous les nouveaux systèmes qui peuvent exister. Mais c'est vraiment, enfin, encore une fois, je vous invite à imaginer, revenons 50 ans en arrière, voir comment c'était, et voir comment ça a évolué en 50 ans. Là, de nouveau, ça va considérablement évoluer, et je pense évoluer encore plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Alors après, vous avez posé sur la première question quelque chose qui est lié aux taxes. C'est un sujet éminemment compliqué, donc je propose de ne pas pouvoir répondre sur ce sujet-là, qui est vraiment délicat. Mais ça tombe bien, c'est le moment de la pause, justement. Vous pourrez prolonger vos échanges avec Madame Neuve-Église et Monsieur Milsan, et autour des débats posés par Monsieur. On se retrouve ici dans moins de 15 minutes, je compte sur vous. Ce sera beaucoup plus simple après pour poursuivre toute la journée. Merci.